Bonjour à tous et bienvenue et merci pour votre participation à ce troisième talk numérique et droits humains organisé par la PDH, la plateforme des droits humains, en collaboration avec Affectio Mutandi. Moi-même, donc Pauline Zanetti et ma collègue Flora Graioni, toutes deux travaillant pour l'association ERIM, avons le plaisir d'animer cette discussion qui, nous l'espérons, sera riche et inspirante. Pour resituer, donc créée en 2017, la PDH regroupe désormais 21 ONG de défense et de promotion des droits humains qui se réunissent afin de réfléchir et travailler ensemble, que ce soit sur du plaidoyer, des modèles de financement ou encore de la mutualisation des moyens, des compétences et des outils à leur disposition pour faire avancer la question des droits humains à l'international. Donc, dans ce contexte, c'est dans une démarche de mise en lien et de renforcement mutuel entre les entreprises du secteur privé, les institutions nationales et internationales, ainsi que différents acteurs de la société civile, la PDH a souhaité organiser une série de webinaires sur des questions qui sont chères aux membres de la plateforme. Et je vais laisser la parole à ma collègue pour vous en présenter un peu plus. Donc on est ensemble, on a cette chance dans la même pièce, on a décidé de porter le masque à tour de rôle. Donc on l'enlève quand on parle, sinon c'est incompréhensible. Donc RSF et RIM sont les deux organisations qui co-organisent ce talk ou webinaire, et on a souhaité porter l'accent sur la question des droits humains à l'heure du numérique, et en particulier sur les problématiques liées à la liberté d'expression, car c'est en effet deux thématiques qui sont chères à nos deux associations. Et pour cette discussion, nous avons souhaité inviter trois représentants de secteurs bien différents. Donc Delphine Algan, qui est rapporteure pour le Forum sur l'information et la démocratie, ainsi que cofondatrice de Signals Networks, une ONG œuvrant à la protection des lanceurs d'alerte. Bonjour Delphine. Bonjour. Delphine représente bien sûr le secteur de la société civile. Ensuite, nous avons Jean Gognier, qui représente ici les entreprises, disons, et qui est le directeur Europe des affaires publiques de Snapchat. Et pour finir, nous avons Monsieur Henri Verdier, qui est ambassadeur français pour le numérique. Bonjour Jean et bonjour Henri. Bonjour. Bonjour. Merci à vous trois d'être avec nous ce soir. Et avant de commencer, Pauline va brièvement indiquer comment le public peut poser des questions pour la deuxième partie du talk. Oui. Alors, je vais enlever ça. En fait, le talk va se dérouler en deux parties. Une première partie où on va laisser les intervenants répondre à des questions et il n'y aura pas d'interaction du public. Et une deuxième partie à partir de à peu près 18h30 où le public, donc vous, pourrez d'ores et déjà poser des questions. Vous pourrez poser des questions pour les intervenants. Ce qu'il faut savoir pour poser des questions, c'est que c'est possible de les poser dès le début du talk, donc dès maintenant. Et pour cela, vous pouvez aller dans l'onglet questions qui est situé dans la barre latérale de droite de l'interface de Livestorm, où on peut aussi trouver les onglets chat et sondage. Et si vous n'avez pas envie de poser une question, mais par contre vous voyez apparaître une question qui vous parle et que vous aimeriez qu'elle soit prioritaire pour être posée aux intervenants, vous pouvez voter pour cette question et nous, elle remontera dans le fil et c'est celles qui auront le plus de votes qui seront posées en priorité aux intervenants, sachant qu'avec le temps imparti, on pense qu'il y aura à peu près 3-4 questions maximum qui devraient être posées. Donc voilà. Merci Pauline. Qu'on peut rentrer dans le vif du sujet et donc commencer avec notre talk sur le numérique et les droits de l'homme. Vaste sujet, on va essayer d'être exhaustif. Donc les plateformes numériques sont devenues par accident, bien sûr, plus que par dessein, un peu les administrateurs de notre espace public digital et de la sphère privée. Et ceci accentué lors des 12 derniers mois, malheureusement, où notre quotidien a été bouleversé par la Covid-19 et les écrans ont occupé la plupart de notre temps. Voilà, le talk d'aujourd'hui en est la preuve vivante. Si Internet et les plateformes représentent des avancées énormes en termes technologiques et de communication, cela nous pose également de nouveaux enjeux et défis, tels que la sécurité des données, la liberté d'expression et d'information et les fausses informations. Des tentatives de réponse se développent et plusieurs acteurs de différents secteurs s'organisent pour proposer des recommandations ou des cadres de régulation.
Par exemple, l'Union européenne a présenté à la mi-décembre le Digital Services Act, qui souhaite un peu réguler le monde du numérique en Europe. Mais nous avons aussi des initiatives du secteur associatif, comme par exemple les 250 recommandations du Forum sur l'information et la démocratie, qui ont été présentées en novembre 2020. Il nous paraissait intéressant pour cette discussion d'aujourd'hui d'avoir Delphine Algan pour nous présenter en fait le travail réalisé par le forum et nous indiquer quelles recommandations seraient à suivre pour assurer que nos droits fondamentaux ne soient pas limités et décidés par les plateformes et leurs algorithmes. Delphine? Merci beaucoup de cette invitation et je suis très heureuse de faire partie de cette discussion et j'ai hâte de discuter avec mes collègues Jean et Henri. Alors, je vais commencer par vous expliquer ce qu'on a fait pendant de nombreux mois à présenter 250 recommandations. Le but de ce groupe de travail, dont j'étais la rapporteure principale, c'était vraiment de lire tout ce qui existait sur le sujet, de parler à tous les experts possibles, américains, asiatiques, sud-américains, pour vraiment pouvoir proposer les recommandations les plus concrètes possibles au gouvernement et aux plateformes pour ce qu'il semble juste de faire pour lutter contre la propagation de désinformation et misinformation sur les réseaux sociaux. Et avant de vous présenter des recommandations qui, je pense, sont très parlantes, je veux juste être sûre qu'on est bien dans la même compréhension de ce dont on parle. Et parce que quand on parle de désinformation en ligne, je veux être sûre qu'on comprenne que c'est vraiment partie prenante du modèle économique des réseaux sociaux. Et que donc on ne parle pas, que c'est vraiment au cœur de l'activité même des réseaux. Parce qu'il faut bien comprendre que le modèle économique des plateformes repose vraiment sur la vente de publicité ciblée. Sur le modèle économique des réseaux sociaux repose sur l'accumulation de données sur les utilisateurs. Pour pouvoir accumuler des données sur les utilisateurs, pour pouvoir vendre de la publicité, il faut donc que les utilisateurs passent le plus de temps possible sur les plateformes, qu'ils s'engagent le plus possible, partagent des informations, aiment des informations, etc. Ce qui vraiment amène à comprendre que donc des informations qui engagent émotionnellement les utilisateurs fonctionnent bien sur les plateformes et permettent au modèle économique de fonctionner. Ce qui vous permet vraiment de comprendre pourquoi les informations fausses circulent bien plus rapidement et touchent bien plus de monde que des informations vraies. Et ça, ce que je dis, c'est vraiment basé sur des recherches qui ont été faites par exemple par le MIT, par Sinan Aral, qui montrent que par exemple des informations fausses sur Twitter se propagent 6 fois plus vite que des informations vraies. Et des informations fausses sur Twitter, par exemple, touchent environ 100 000 personnes, alors que des informations vraies ne vont atteindre que 1000 personnes. Je commence par cette petite introduction pour comprendre que les faits et le raisonnement économique qui s'appuie derrière la propagation de désinformation en ligne. Une fois qu'on a un peu compris cette perspective, donc avec les différents experts avec qui j'ai travaillé pendant de nombreux mois en 2020, donc j'ai travaillé avec des gens comme Maria Ressa, Marietje Schaak, ancienne parlementaire européenne, mais aussi des lanceurs d'alerte comme Christopher Wiley de Cambridge Analytica, mais aussi des rapporteurs de l'ONU, David Kay, donc vraiment différentes perspectives. On s'est mis d'accord sur 4 piliers centraux de recommandation. Le premier, c'est la transparence. Et il nous apparaît clair qu'une réglementation publique est aujourd'hui absolument nécessaire pour imposer de nombreuses demandes de transparence envers les plateformes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le public et les régulateurs
n'ont pas assez de compréhension de ce qui se passe sur les plateformes au niveau des 4 fonctions principales des plateformes, qui sont la modération de contenu, le classement des contenus, le ciblage des contenus, mais aussi la fonction sociale des plateformes, puisque les plateformes peuvent vous suggérer de devenir ami avec telle ou telle personne, ou de rejoindre tel ou tel groupe. Alors, pour vous donner un peu de sens, OK, à quoi ça sert de savoir plus ce qui se passe sur les plateformes? À savoir quelle est l'ampleur du problème. Ça sert à savoir ce qui se passe, quelles sont les réglementations supplémentaires nécessaires. C'est vraiment un premier pas, la transparence. Pour vous essayer de donner un peu de contenu à ça, je vais vous dire que, par exemple, on recommande que les plateformes principales devraient rendre public tous les jours les contenus les plus vus sur leur plateforme. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, seuls des employés de Facebook peuvent savoir quels ont été les contenus, que ce soit des pubs ou des contenus organiques, qui ont été le plus vus sur leur plateforme. Et je pense qu'en temps de pandémie, qu'en temps d'élection présidentielle, ce genre d'information peut être utile au débat démocratique. Est-ce que vous m'entendez toujours parce que j'ai perdu ma vidéo? Oui, on n'entendait pas très bien, Delphine. En coupant la vidéo, ça. On peut rester avec la vidéo coupée, je pense, comme ça on entend bien. OK. Sur la question de la transparence, je dois dire que la proposition de réglementation européenne, le Digital Service Act, va tout à fait dans le sens de nos recommandations. Et évidemment, je suis en train de travailler à préciser certains points qui nous semblent très importants. Un deuxième angle de recommandation qui est vraiment sur comment les plateformes doivent modérer les contenus, qui est vraiment le point le plus difficile face à la quantité gigantesque de contenus auxquels doivent faire face les plateformes tous les jours. Alors, dans cette partie-là de recommandation, on s'appuie vraiment sur le fait de présenter un certain nombre de principes fondés sur le droit international que les plateformes devraient suivre, ou que des démocraties qui voudraient créer une sorte de co-régulation devraient suivre. On parle de principes de pluralisme, mais aussi d'encourager les plateformes à, par exemple, augmenter le nombre de modérateurs humains qu'ils utilisent, comme peut-être un cas extrême. Par exemple, il est important de comprendre qu'au moment des génocides des Rohingyas en Birmanie, aucun modérateur de Facebook ne parlait la langue locale. Et donc, c'est cette idée du besoin d'embaucher des modérateurs humains, des êtres humains, qui comprennent les langues en cas de moments critiques. J'ai envie de m'attarder sur le troisième aspect de nos recommandations, parce que je pense que c'est celui qui est le plus original, qui est l'idée que le design lui-même des plateformes peut aider à limiter la propagation de désinformation. Et c'est l'idée, c'est un chapitre qu'on a écrit avec Christopher Wiley, c'est vraiment l'idée que les régulateurs et les plateformes devraient envisager des normes de sécurité et de qualité de l'architecture numérique similaires à des normes de sécurité que l'on peut retrouver dans la construction classique. C'est-à-dire, comment se fait-il que le monde du digital est le seul monde qui n'a pas besoin de passer des normes de sécurité, comme c'est le cas quand vous montez dans un avion, comme c'est le cas quand vous montez dans un ascenseur. Et c'est cette notion que finalement tout ce qui est digital est abstrait, c'est un service qui nous éloigne de cette approche, alors que on sait très bien que chez Google, chez Facebook, ce sont des ingénieurs, ce sont des architectes qui construisent des logiciels. Et donc, il pourrait être très intéressant de revenir dans une démarche de construction classique et d'imaginer
quels seraient les tests de sécurité que les algorithmes devraient passer dans des sandbox, par exemple, avant des mises sur le marché? Quels seraient les tests qui pourraient garantir les choix des utilisateurs, par exemple? Et donc, dans toute cette partie, qu'on a mis en place avec différents data scientists, on étudie vraiment une nouvelle approche de la construction elle-même des réseaux, et on évoque des systèmes aussi de refroidissement, des périodes de refroidissement ou de circuit breaker, des sortes de pauses quand des informations deviennent virales. Et je vais bientôt m'arrêter là parce que c'est très difficile de résumer 250 recommandations, mais je veux vraiment attirer l'attention sur le dernier aspect que l'on a étudié, qui est la propagation de désinformation sur les messageries privées. Messagerie privée, oui, je parle de WhatsApp, Telegram, ou même les groupes, les conversations privées sur des plateformes comme Facebook et tout ça. Aujourd'hui, ces services de messagerie privée, dans certains cas, rentrent dans une logique d'espace public. Et on peut voir que de nombreuses campagnes de désinformation se passent sur ces espaces. Et il nous semble tout à fait possible de protéger le chiffrement de ces messageries tout en limitant la viralité de certains messages. En anglais, on dit « in adding friction », et c'est-à-dire il est possible de limiter la façon dont les messages peuvent se propager, et il est également possible de donner plus d'informations aux utilisateurs quand ils reçoivent des messages dans ce cercle privé. Alors, voilà des différents aspects qu'on a étudiés et détaillés dans notre rapport. La transparence, la méta-régulation pour des principes de modération de contenu, le design lui-même des plateformes qui devraient être considérées pour inclure des normes de sécurité comme on peut le retrouver dans n'importe quel autre secteur industriel ou technologique, et l'importance de s'attacher aux messageries privées. Voilà, j'espère que ça donne une vue d'ensemble sur les pistes de réflexion et des recommandations qui sont possibles. Il est possible de lutter contre la désinformation en ligne. Merci beaucoup Delphine pour cette intervention. Effectivement, ça nous donne pas mal de pistes. Pour ceux qui sont intéressés par le rapport, vous pourrez trouver le lien dans le chat pour pouvoir aller le consulter. Donc maintenant, je me tourne vers Jean pour voilà, à la fois peut-être avoir son point de vue par rapport aux recommandations qui ont, en tout cas les grandes lignes des recommandations qui ont été énoncées par Delphine. Et aussi plus précisément parce que c'est un peu enfin c'est actuel, on en parle pas mal en ce moment, et puis ça rejoint peut-être la question de la modération, etc. Savoir si, par exemple, suite à la récente censure des comptes de l'ancien président des États-Unis par Twitter, Facebook, mais aussi Snapchat, même si ça fait un peu moins parler de lui. On voulait savoir en fait si les GAFAM et les réseaux sociaux peuvent vraiment avoir un droit de décider de qui peut s'exprimer publiquement ou non. Et du coup, ça pose la question de est-ce qu'il faut déléguer la liberté d'expression, que ce soit aux géants de la Silicon Valley ou potentiellement d'autres entreprises du secteur privé. Et du coup, on voulait connaître un peu la position de Snapchat par rapport à tout ça. Merci Pauline. Merci à toutes et à tous. Bonsoir, merci pour cette invitation. Alors il y a beaucoup de questions donc, dans ta question. Donc, je vais essayer d'y répondre. Tu me donnes combien de temps? 5 minutes? Je vais essayer de faire bref. Un peu plus. D'accord, bon, ça va aller alors.
Donc déjà, je ne sais pas si certains d'entre vous utilisent Snap. C'est vrai que l'application est connue, mais moins utilisée par pas mal de monde. Et je répondrai bien sûr à ta question sur la suspension du compte de Donald Trump. Mais avant, je pense que c'est très important. Enfin, j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Delphine et ce rapport. C'est 250 pages. Et effectivement, il y a plein de points dont on pourrait parler. On en parlera certainement tout à l'heure. Mais l'un des points les plus importants et que j'ai rarement vu, qui a été adressé dans le rapport de Delphine, c'est le design. Et c'est vrai qu'effectivement, je pense que tout repose dans le design et dans la conception même du produit. Moi, je suis un ancien de la CNIL, enfin j'étais à la CNIL il y a très nombreuses années, et c'est vrai que tout ce qui est le privacy by design, alors je suis désolé, je prends des termes qui ne sont pas français, mais le fait de protéger en natif les données personnelles est pour moi fondamental. Mais également, et Delphine en parlait, elle parlait de sécurité, donc de safety by design, tous ces concepts-là sont fondamentaux. Et en fait, on a du mal à les mettre en œuvre dans la plupart des plateformes parce que, à la base, ils n'ont pas été créés dans cet état d'esprit. Une plateforme, le but, et Snap est différent pour ça, et ça c'est intéressant, je vous l'expliquerai, mais le but d'une plateforme, c'est vrai que ça a été créé c'est assez récent en fait, hein, ça a été créé il y a 10-15 ans, donc on apprend en même temps qu'on marche, c'est un mode adolescent, là ils sont encore balbutiants, il y a encore quelques erreurs, il y en a même beaucoup, mais on s'en rend compte maintenant. Au début, quand ça a été créé, tout le monde était très content et le but de ces plateformes était de viraliser les contenus. Et c'est vrai que le design est fondamental parce que le problème là, dont on parle, et bien sûr tout le monde pense aux tweets et autres, c'est que un message est diffusé et le moment où il est diffusé, il est instantanément ouvert au monde entier. Et c'est vrai que ça peut être des questions. Le fait de diffuser de façon massive et incontrôlée des contenus peut générer des questions, des risques et des problèmes. Et on le voit constamment, et on le voit avec ta question, Pauline, sur le compte de Trump, mais on pourrait citer des dizaines d'autres exemples. Et c'est vrai que c'est fondamental, ce point-là. Est-ce qu'il est sain aujourd'hui d'avoir un modèle d'affaires fondé sur de la viralité et fondé sur une diffusion massive et qui est presque incontrôlable d'un contenu? C'est une question qu'on doit tous se poser. Et c'est pour ça que j'aime bien le point dont parle Delphine sur le design. Parce que, évidemment, je vais faire un peu de promo de Snapchat, mais c'est normal. Quand Snap a été créé il y a 9 ou 10 ans, ça a été créé comme un antidote aux réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que le design de Snap n'est pas fait pour viraliser un contenu. C'est même presque compliqué, voire impossible. Soit on a des contenus éphémères dans la partie privée, soit dans la partie publique de Snap, ce qu'on appelle découvrir. C'est des contenus avec des médias ou des influenceurs. Alors, il y aura toujours des trucs qui passeront, mais le contenu et ce qui passe est infime, et on le voit dans nos rapports de transparence par rapport à d'autres plateformes. Et une nouvelle fois, c'est pas parce qu'on est mieux ou moins bien que les autres, c'est que le modèle, le design de la plateforme, dès le début, a été créé pour limiter ça. Parce que c'est pas le but. Le but de Snap, c'est de parler de façon privée pour la plupart du temps, et ou d'avoir accès à des contenus faits par, je sais pas, Le Monde, Brut, Combini pour des contenus français, donc des choses qui sont en fait faites par des professionnels et donc qui, par défaut, limitent, voire sont absolument exempts de ce qu'on appelle les fake news ou les problèmes de désinformation. Derrière, et j'en parlerai si tu veux tout à l'heure, parce que sinon je pourrais parler très longtemps, il y a le problème des bulles de filtre et de ce que les Américains appellent le echo chamber, donc le fait et ça va avec la viralité, le fait de surdimensionner ou de donner une capacité énorme à un contenu et de fait que des personnes s'auto-entretiennent dans leur propre groupe. Et on l'a vu notamment aux États-Unis, mais on le voit en France, on le voit partout. Ça, c'est un autre sujet très important. On en parlera tout à l'heure si vous voulez. Et pour revenir à ta question, parce qu'évidemment, je vais y répondre, je vais pas faire de réponse de politique, pour répondre à ta question, Pauline, sur le fait qu'il faille retirer ou pas et le fait de déléguer la liberté d'expression. Alors, pour moi, le problème, il n'est pas de déléguer. Enfin, ce serait inimaginable d'imaginer qu'on délègue une liberté d'expression qui est notre propre, qui est l'une de nos grandes libertés. Mais ce problème-là se pose en fonction du média sur lequel tu te connectes. Comme tu l'as dit, et d'ailleurs, je te l'ai appris parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose que les gens ont vu régulièrement ni spontanément. Nous aussi, Snap, on a suspendu de façon indéfinie le compte de Trump. D'ailleurs, on était les premiers. Mais pareil, personne n'en parle et c'est parce que le média s'y prête peu. Pourquoi est-ce qu'on l'a suspendu de façon indéfinie? Parce que il y avait de façon réitérée des appels à la violence, à la haine, un discours qui n'était pas du tout en ligne avec ce qu'on appelle nos community guidelines, nos guides communautaires,
nos CGU, donc nos termes d'utilisation, et donc il y avait donc des appels à de la désinformation. C'est juste pas possible. Et comme une chaîne de télé a décidé, d'autres ont décidé de pas retranscrire des discours de Trump, ou comme une chaîne de radio, chaque média a ses propres guides qui régit la façon dont ça fonctionne. Et on avait également fait la même chose en juin dernier, et personne, je pense, ne le sait, même ici autour de ce débat, et c'est normal. On avait fait la même chose, on avait cessé de promouvoir le compte du président Trump dans le fameux média Discover, parce qu'il a son propre compte en tant que président, comme beaucoup d'élus sur cette planète. Voilà, je m'arrête là, mais je suis sûr qu'on aura l'occasion d'en reparler. Je vais juste passer la parole à Henri après, mais pour moi, le problème, il est vraiment dans ce design de plateforme et dans ce problème autour de la viralité. Merci beaucoup, Jean, pour ton intervention. C'est sûr, c'est pas forcément évident d'être le représentant des entreprises privées dans ce type de discussion. Mais voilà, je pense que c'est quand même important de réfléchir ensemble à des solutions et de pouvoir en parler ouvertement. Donc peut-être on pourra discuter plus tard sur le fait de la transparence, comment les plateformes telles que Snapchat, entre autres, décident des critères pour pouvoir bloquer un compte ou etc. C'est vrai que ça revient un peu à ce que Delphine disait sur la transparence. Donc, on va passer à la troisième question et au troisième intervenant qui représente ici les institutions publiques et un peu voilà, ce qu'on attend un peu des régulateurs, notamment au niveau national, mais j'imagine que Henri, vous êtes aussi impliqué au niveau européen par rapport au Digital Services Act. Donc, concernant ce dernier, la question est quel est le positionnement de la France par rapport au DSA et est-ce que celui-ci ne risque-t-il pas aussi d'impacter les libertés d'expression des citoyens européens et français? Est-ce que ceci n'est pas un risque? Je vous laisse la parole. Oui, donc bonsoir d'abord et merci de l'invitation et très heureux de cet échange qui s'engage. J'ai envie de dire que ce qui serait dangereux pour la liberté d'expression et pour la démocratie, qui ne se résume pas à la liberté d'expression, ça serait de ne rien faire. Et je crois qu'il faut quand même qu'on en soit tous conscients. Peut-être avant de vous répondre, et par rapport à ce que j'ai déjà lu sur les réseaux et ce que j'ai déjà entendu, je voudrais faire 4 très courtes remarques. La première, c'est juste de se rappeler, je pense qu'on en est tous conscients, mais ça vaut la peine de le préciser, qu'on ne parle pas ce soir des contenus absolument inacceptables, les contenus terroristes, pédopornographiques, etc., sur lesquels il y a un consensus international sur le fait qu'il faut les retirer sans délai. Et on s'organise. La vraie question étant désormais de les retirer sans délai dans les règles de l'état de droit, avec suffisamment de transparence sur ce qui a été fait, par qui, au nom de quel jugement, est-ce qu'il y a des voies d'appel, mais on ne va pas parler de ça. De même, je vois quelques questions qui disent « mais Internet, c'est global, etc. » Moi, j'aimerais bien qu'on se rappelle que Internet, c'est cette architecture décentralisée, libre, ouverte, interopérable, qui nous a permis ce flux d'innovation dans lequel nous vivons, et que les réseaux sociaux, ce sont des entreprises avec un droit privé qui se sont posées sur Internet, avec un business model et, comme a dit Jean, un design, et qu'on peut très bien, ce que fait la France d'ailleurs, défendre à la fois un Internet libre, ouvert, neutre, interopérable, et décentralisé, etc., et demander une régulation des réseaux sociaux. Ça n'est ni paradoxal, ni contradictoire. La troisième remarque que je voulais faire, c'est que, d'un certain point de vue, il y a une bonne nouvelle. On a proclamé en France la liberté d'expression en 1789. Les États-Unis sont très attachés à leur First Amendment. En vrai, on n'avait jamais créé la liberté d'expression pour 9 milliards. En fait, avant, tout le monde n'avait pas accès à l'expression publique. Et aujourd'hui, on est contraint de s'organiser pour à la fois garantir et réguler la liberté d'expression de tout un chacun. Et en fait, c'est nouveau. Avant, il fallait convaincre un journal, se faire inviter à la télé, et c'était compliqué. Donc, bien sûr que c'est nouveau, et bien sûr qu'on a des difficultés nouvelles. Et d'un certain point de vue, ça rappelle aussi une bonne nouvelle. Et enfin, et là, c'est important, et ça va expliquer ce qu'on est en train d'essayer de faire avec le DSA. Je pensais récemment à tous les travaux de l'école de Francfort, Habermas, Adorno, Hannah Arendt.
La démocratie, c'est pas seulement la liberté d'expression. La démocratie, c'est la controverse, c'est la confrontation des points de vue qui est capable de progrès. Et c'est là que nous arrivons aujourd'hui au problème dans lequel nous vivons, et qui est double, comme l'a dit Jean. Premièrement, je pense qu'il y a quelque chose, je ne suis pas le seul, hein, dans le design des réseaux sociaux, qu'il y a quelque chose, s'il n'est pas régulé, qui se révèle antidémocratique. Donc, beaucoup de gens en ont déjà parlé, les bulles de filtre, la promotion excessive de tout ce qu'il y a de sensationnaliste, l'avantage compétitif de la fausse nouvelle. Delphine a raison de le rappeler, mais il y a même une autre raison derrière cet avantage compétitif, c'est que si je vois un fou qui dit que l'eau bout à 80 degrés, je ne vais pas passer ma vie sur Twitter à dire non, elle bout à 100 degrés. Donc en fait, il y a moins de défenseurs de la vérité, en fait, parce que c'est fatigant de défendre la vérité quand elle va sans dire. Face à tous ces problèmes qui viennent quelque part de l'architecture profonde, du business model, de la promotion algorithmique, de la curation automatique, etc., on se retrouve en péril. On a commencé à parler de ce qui s'est passé aux États-Unis. Moi, je continue à ne pas en revenir. On avait quand même pas loin de 30% de la population américaine qui avait plongé dans la dinguerie, enfin, disons les mots quand même, qui était persuadé que le pape fait des sacrifices humains dans les caves du Vatican, que toutes les urnes avaient été bourrées, mais que heureusement Trump avait marqué avec des isotopes radioactifs les bulletins de vote, et qu'une machine qui s'appelle le Kraken allait bientôt dévoiler la fraude. Et enfin, ils avaient plongé dans une réalité parallèle et légèrement psychotique parce qu'ils avaient été surexposés uniquement à ces contenus-là. Pas tout à fait que pour ça. On pourrait parler un jour de QAnon et de sa manière d'avoir introduit les règles du jeu vidéo massivement multijoueur dans la vie politique et de la manière dont on suscite de l'addiction avec des principes de gamification, ce qui est une autre histoire. En tout cas, je disais, on a ce premier problème et la démocratie doit y résoudre. On en a quand même un deuxième, c'est effectivement qu'il y a maintenant une poignée d'entreprises qui se retrouvent sur le chemin critique de l'exercice d'une liberté fondamentale. Parce que la leçon du Trump ban, comme je viens de le dire, on peut en tirer une première leçon, c'est qu'il aurait été préférable de ne pas en arriver là et de réfléchir avant pour ne pas avoir une possibilité comme ça de partir dans cette liberté alternative, de cette vérité alternative. Mais la deuxième leçon du Trump ban, c'est que finalement, 5 ou 6 entreprises sans contre-pouvoir, sans obligation de se justifier, sans impératif de rendre des comptes ou de concerter, peuvent bannir un chef de l'État de la toile. Que c'est techniquement possible. Et donc là, on a appris que dans l'exercice de cette liberté fondamentale qui est la liberté d'expression, il y a des gens qui sont, comme dit la Commission européenne, gatekeepers, qui sont sur le chemin critique, ils sont indispensables à l'exercice d'une liberté fondamentale, et ils ne sont pas très nombreux et ils ne sont pas très régulés. Alors, face à ça, le DSA, nous, on pense qu'il commence bien. Alors, on verra s'il se termine bien, et je pense qu'il faut qu'on soit tous attentifs, mobilisés, vigilants, mais il commence bien. Parce que face à ça, et là, c'est la question que vous m'avez posée, j'ai conscience qu'il y a plusieurs risques. Et qu'un risque, c'est si les États s'organisaient dans un régime de censure, pour dire vite. Un régime où ce seraient les États qui diraient ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est dangereux, ce qui n'est pas dangereux, et qui enlèveraient ou qui feraient pression sur les entreprises pour enlever à tour de bras tout ce qui ne leur conviendrait pas. Et c'est vrai qu'on est habitué, à cause de la culture média, à raisonner en termes de contenu vrai, contenu faux et traitement du contenu. Et pas Le deuxième danger, c'était la question que vous avez posée à Jean, ça serait de laisser les entreprises en monopole de l'exercice de ces responsabilités. Et je ne vise personne, moi je ne fais pas de procès d'intention, mais les règles de l'état de droit, elles sont simples et elles sont connues depuis toujours. Il faut une règle claire, qui soit la même pour tous, il faut de la transparence sur l'application de la règle et il faut pouvoir la contester. Et si possible, il faut une séparation des pouvoirs. Et donc, on ne peut pas se contenter de dire aux entreprises « réglez-moi le problème, s'il vous plaît ». Ça créerait autant de problèmes que ça n'en résoudrait. Et donc, le DSA, au fond, parce que je vais faire court, on entrera dans le détail si vous voulez, il cherche à organiser une redevabilité de la fonction de modération. Il cherche à dire cette fonction qui incombe aux entreprises, parce que c'est leur responsabilité, dans laquelle elles ont des latitudes, parce qu'il y a la liberté d'entreprendre. On peut avoir des policies qui ne sont pas les mêmes chez Snapchat et chez Facebook, etc. Mais cette fonction,
elle doit rendre des comptes. Donc d'abord, elle doit se justifier. Ils doivent nous dire l'analyse de risque qu'ils font, la manière dont ils entendent résoudre ces problèmes, ce qui leur fait penser qu'ils vont résoudre ces problèmes. Ils doivent nous présenter les moyens qu'ils consacrent à ces problèmes. Il y aura des audits relativement précis. Il faut qu'on puisse regarder des données brutes. Il faut qu'on puisse enquêter dans les équipes qui font la modération. Et il y aura une responsabilité qui pourra aller jusqu'à des sanctions si c'est nécessaire. Moi, je trouve très intéressant que le DSA parte plus sur l'organisation de la fonction de modération et sa responsabilité. Je crois que la France a joué un rôle majeur dans cette réflexion à partir du rapport Loutrel, qui précisément a dit, mais les amis, raisonnez un peu moins comme le CSA et un peu plus comme la régulation bancaire. Vous voyez, on ne demande pas aux banques de garantir que jamais, au grand jamais, un seul mafieux ne pourra ouvrir un compte en banque. On demande suffisamment de transparence, de procédures, de coopération avec les autorités, etc., pour qu'il soit possible, si jamais les mafieux utilisent les banques, de les retrouver à la fin et de fermer leurs comptes. Donc là, il y a un raisonnement qui ressemble plus à la régulation bancaire. Et pour conclure, je disais juste, il commence bien. Après, on l'a vu en France avec le concours de beauté de la loi Avia, où s'inventait tous les matins un nouveau délit qui pouvait aller jusqu'à se moquer de l'accent du Sud-Ouest ou se moquer des pêcheurs. Donc là, on a un débat qui commence, un débat d'abord entre 27 pays, et puis ensuite il ira au Parlement, puis ensuite il reviendra en trilogue. Donc je pense que le pire est possible, et donc il faut être engagé, attentif, il faut suivre ce qui se passe, il faut participer au débat. Mais sincèrement, aujourd'hui, je crois que l'équation, elle est bien posée, et elle pose la question qui doit être posée. C'est quelle démocratie de la fonction de régulation? Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Henri, pour cette intervention très complète. Effectivement, peut-être que si on a le temps, mais je vois que les minutes défilent rapidement, on pourra un peu revenir plus en détail sur le DSA. On va commencer par prendre les questions. Dans un souci de démocratie, parce que c'est de ça dont on parle, entre autres. Ouais. Donc la première question. Si je peux me permettre. Oui. Pardon, je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit Henri et Jean, parce que je suis tout à fait d'accord et je pense que c'est important de l'entendre si je joue le rôle de porte-parole de la société civile. Et c'est tout à fait juste ce qu'il a dit, et je suis vraiment tout à fait d'accord dans le sens que pour protéger la démocratie, il est important de créer une régulation démocratique parce que sinon, on fait face à une autorégulation privée, c'est ce qui est le cas aujourd'hui, ou la construction d'un modèle autoritaire, de régulation autoritaire, comme c'est ce qu'on voit en Chine, en Iran, en Russie. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une urgence à créer une régulation démocratique et le DSA part dans la bonne voie et ce sera à nous tous de s'assurer que les risques sont évités. Mais je voulais vraiment souligner que j'étais tout à fait d'accord avec ce qu'Henri avait indiqué. Et si je puis me permettre, parce que du coup, et après on va se livrer au jeu des questions, mais je suis bien sûr d'accord, tout à fait d'accord, et j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Henri, ce qu'a dit Delphine. Mais si on parle de régulation, il est indispensable, c'est ce que je disais, qu'elle soit proportionnée. Alors, je sais que ça a été remis là dans les débats qu'on a vus sur les projets de loi sur les renforçant les principes de la République, parce que comme vous savez, il y a tout un volet qui concerne à nouveau une transposition en avance de phase du DSA, mais également tout un aspect sur la haine en ligne. Mais surtout, donc l'idée, c'est vraiment de la proportion. Et Henri parlait effectivement du rapport de Benoît Loutrel. Et Benoît Loutrel, effectivement, avait fait donc un rapport, la mission Facebook, vous en souvenez tous, il y a environ 2 ans, je crois, où il parlait d'un duty of care, donc d'un devoir de vigilance. Devoir de vigilance, c'est quoi? C'est l'idée d'introduire de la proportion dans la façon dont on juge le comportement de quelqu'un. Alors, c'est une traduction un peu pourrie de l'anglais, parce que je trouve que l'anglais l'exprime mieux. Duty of care, c'est plus clair. Et c'est globalement de la proportion en fonction notamment du risque en ligne que crée la plateforme. Et la notion de risque systémique, alors sans entrer dans les détails, hein, est très abordée lors du DSA, mais également dans le projet de loi actuellement qui est débattu au Parlement, et il est fondamental. Il faut vraiment se rendre compte que, et on le sait, hein, je sais qu'Henri le sait, tout le monde le sait, mais on ne peut pas avoir une approche unique pour régler le problème de toutes les plateformes.
ce que créera comme problème ou pas une plateforme comme Wikipédia, Mozilla, Snapchat ou Facebook n'a rien à voir. On le sait, mais je vous le redis à vous, j'ai cette occasion, j'ai cette opportunité. Donc, la proportion en fonction du risque créé. Voilà, je me tais. Pas de souci. Merci pour ces précisions. Après, oui, il faut quand même que s'il y a une régulation proportionnée, il faut que voilà, les citoyens et les institutions sachent de quelle proportion il s'agit et voilà, comment juger des critères de proportion. Ça, c'est, j'imagine, tout un autre débat. Comment ? Oui, j'ai plein d'idées dessus et je te le dirai avec plaisir. Donc, en revenant à la démocratie, l'idée du talk était de voilà, permettre au public de poser des questions et ensuite qu'il y ait des votes par rapport aux questions. Donc, la première question, voilà, qui vient de remonter, c'est Jérôme Dupuis qui la pose. Et elle est la suivante. Donc, concrètement, que signifie une régulation démocratique ? Sous quelle forme ? Via un panel d'utilisateurs ou de citoyens ou d'organisations de la société civile, donc avec beaucoup de points d'interrogation. J'imagine, Delphine, que peut-être tu peux commencer par répondre. Oui, alors, très bonne question. Alors, par régulation démocratique, j'entends quand même quelque chose qui est assez technocratique. Ça veut dire que on parle de l'idée d'avoir un democratic oversight of private activities. Pardon si ça fait plus de 10 ans que je suis aux États-Unis, donc je parle de l'objectif avant de voir comment ça se met en place. L'objectif, c'est de créer un contrôle démocratique sur des instances privées. Donc, en partant de ça, je pense qu'aussi, on parle de quelque chose qui est très complexe techniquement. Et donc, je suis dans la logique de régulateurs experts, mais qui sont engagés et activement avec la société civile dans cet exercice de contrôle. Et donc, c'est plus dans cette dynamique-là qu'on a positionné nos recommandations et on s'est appuyé effectivement énormément sur l'expertise et les idées avancées par Benoît Loutrel dans son rapport d'il y a 2 ans, mais qu'on a poussé à bout pendant des heures de travail avec Benoît Loutrel pour évaluer, trouver un compromis entre le besoin technique et la participation de la société civile, mais aussi on s'est attardé énormément sur le besoin de contrôler les régulateurs eux-mêmes. Et donc, sur l'idée que dans le cas d'une réglementation européenne, donc règles communes pour tous les pays, la mise en œuvre se fasse par des régulateurs nationaux, mais avec un contrôle au niveau européen pour éviter de potentiels abus de régulateurs nationaux. Et pour éviter des abus de régulateurs nationaux, également un engagement ancré avec la société civile au niveau national. Tu vas y on va suivre alors du coup sur une question qui est assez en lien avec ce que tu viens de dire, Delphine, notamment celle de Thibaut Course qui demande certains dirigeants n'hésitent pas à censurer les réseaux sociaux qui ne leur conviennent pas. Du coup, est-ce que l'inverse se produit parfois ? Est-ce que des entreprises du numérique ou des réseaux sociaux refusent de rendre leurs services accessibles dans des pays, notamment des pays qui bafouent les droits humains ? Et peut-être qu'on peut laisser Jean répondre à cette question. C'est très gentil à toi, Pauline. Pas une question. Écoute, non, mais déjà pour revenir à une autre question que Flora t'avait posée tout à l'heure, c'était pourquoi est-ce qu'une plateforme décide de bloquer? Alors avant qu'on parle de l'aspect régime démocratique ou pas et des droits humains, donc comme je le disais tout à l'heure, quand on rejoint une plateforme,
on adhère en même temps, mais comme quand on signe un contrat de confiance avec n'importe quel organisme, on adhère à des conditions d'utilisation, on adhère à des termes d'utilisation, à des guidelines, pour prendre un terme anglais encore. Donc, et c'est évident que si on les respecte pas, je reprends à l'aspect appel à la haine ou à la violence, bah, on n'a pas du tout raison d'être sur cette plateforme. C'est quand même fondamental et ça me paraît logique et normal. Après, sur le fait qu'une entreprise décide ou pas, je ne peux pas juger ni parler pour les autres. Nous, on n'est pas présent dans plein d'endroits dans le globe. Et quand on est présent, on respecte la politique locale. Mais comme tout gouvernement, hein, je veux dire, c'est comme est-ce qu'on ouvre une ambassade dans un pays ou pas. Alors, je passerai doucement après la balle à Henri, qui est ambassadeur, mais qu'est-ce qu'on fait? Alors, nous, on décide voilà, quand on est dans un pays, on assume et on suit les règles du pays. Et puis, si on ne veut pas y être, on ne respecte pas ces règles et on fait autre chose. Voilà. Je peux parler après, mais bon. Voilà. D'accord. Henri, est-ce que vous souhaitez rebondir? Là, je vais quand même dire que ça n'a pas grand-chose à voir, parce qu'à la limite, il est souhaitable qu'on ouvre des ambassades dans les pays avec lesquels on est les moins d'accord, puisque c'est précisément là qu'on a des choses à se dire. Donc, Jean, pardon, je ne prends pas ta comparaison. J'ai été intéressé par la question sur qu'est-ce qu'une régulation proprement démocratique, parce que telle qu'elle a été formulée, elle semblait dire qu'il fallait qu'elle soit un peu confiée à des jurys citoyens ou que sais-je. Alors, pas forcément, c'est-à-dire la démocratie, c'est des institutions démocratiques, et c'est donc des institutions qui rentrent dans une logique, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'état de droit, où on rend des comptes, où il y a une séparation des pouvoirs, et où la règle est contestable, et où chacun a des droits pour la contester. Après, dans la gouvernance d'Internet, de manière générale, la France essaye de pousser ce qu'on appelle en anglais le multi-stakeholderisme, en français une approche multi-partie prenante, parce que c'est vrai que cet Internet, il n'a pas été inventé par les États, en fait, ni même par les entreprises d'ailleurs. Il a été inventé par nous tous ceux qui y ont contribué. Il utilise beaucoup de logiciels libres, de standards ouverts, et il est riche de nos créations, et globalement, c'est en général dans le dialogue entre les États, la société civile, les entreprises et la recherche qu'on trouve les meilleures solutions. Par exemple, nous, sur les retraits de contenu terroriste, on a fait l'appel de Christchurch et on a mis par A3 les États, les entreprises et la société civile, et chacun surveille les deux autres. Et ça nous a permis de trouver des consensus intéressants sur la manière de s'organiser pour retirer les contenus terroristes. Donc, moi, je crois qu'il serait opportun qu'on associe la société civile par l'intermédiaire de ses représentants à cette régulation qui va s'imposer à nous, mais ce n'est pas la définition d'une gouvernance démocratique. La définition de gouvernance démocratique, c'est des institutions qui sont organisées pour rendre des comptes. Et si je puis me permettre, parce que c'est vrai que j'aurais aussi voulu dire un mot sur cet aspect régulation démocratique. Je suis à 200% d'accord avec ce que dit Henri. Il faut faire attention à cette... voilà. Qu'est-ce qu'une régulation démocratique? Une régulation qui doit être juste. Henri a tout à fait raison. Associer beaucoup d'acteurs, et la création même de l'Internet, et on y était. Moi, je me souviens, il y a plus de 20 ans, quand ça s'est créé, Henri aussi, procédait de cela et doit rester comme ça. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'un régulateur, un juge, un élu, un gouvernement ont une légitimité qui est aussi démocratique. Il n'y a pas de honte à ce que ces organismes-là aussi aient un rôle clé dans la régulation. Il est évident qu'il faut y associer des experts. Mais qu'est-ce qu'un expert? Vous voyez, est-ce que qui détient une expertise, qui a le droit de dire, etc. C'est des vraies questions philosophiques et morales. Merci beaucoup. Je vais prendre donc la troisième question que je vais un peu adapter en fonction de ce que vous nous avez présenté. Donc, c'est la question de Robert Simon qui dit que les appels au meurtre envers les personnes LGBT circulent sur Facebook et YouTube en Afrique et au Moyen-Orient. Mais voilà, il y a aussi des appels à la haine et des discours de haine sur d'autres catégories. On parlait tout à l'heure de glottophobie envers l'accent du Sud-Ouest. Donc, la question est comment les associations peuvent-elles travailler avec Facebook et YouTube? J'élargirais comment les associations peuvent-elles travailler actuellement avec les entreprises privées, et je peux aussi élargir la question, quels sont les moyens actuels offerts par l'État français, par exemple, pour permettre aux associations de dénoncer des dérives de discours de haine. Donc, je pense que la question peut être adressée aux trois. Peut-être on peut commencer par Henri.
Oui, alors d'abord, pour rappeler, c'est ce que j'ai dit en préambule. L'illégal et l'inacceptable, c'est illégal et c'est inacceptable, point. Donc, en France, le racisme, l'homophobie, l'antisémitisme, l'appel à la haine, l'apologie du terrorisme, c'est interdit. Et ça n'a pas le droit de citer sur les réseaux sociaux, puisque l'état de droit, c'est aussi que la loi est la même en ligne et in real life. Donc là-dessus, déjà, soyons clairs que la position française, c'est que tout ce qui est interdit dans la vie réelle, c'est aussi interdit dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, alors pour les cas les plus graves, et notamment tout ce qui est terrorisme, apologie du terrorisme, pédopornographie, appel direct à la haine, etc., il y a Pharos. Hein. Pharos, c'est donc, c'était une vingtaine de gendarmes, maintenant ils vont être 40. Vous voyez les ordres de grandeur quand même, ils ne sont pas suffisants. Il y a 36 000 modérateurs chez Facebook, mais qui reçoivent tous les signalements et qui ont autorité pour demander un retrait immédiat et qui en font tous les jours, hein, et qui eux-mêmes sont justement sous la gouvernance démocratique, sous supervision de la CNIL, parce qu'eux-mêmes peuvent se tromper et déraper, et c'est arrivé, et ça arrive. Mais il y a un recontrôle derrière de ce que fait Pharos par la CNIL. Donc déjà un moyen très simple qu'on peut tous faire, c'est signaler. Un autre moyen simple quand même, parce que les réseaux sociaux n'attendent pas de recevoir des instructions de la police française, donc c'est aussi de signaler dans les réseaux sociaux. Après, comme je l'ai dit, je ne pense pas que ce soit suffisant pour l'ensemble de ce climat de tension, de haine, de polémique, de suspicion générale envers les institutions démocratiques, de complotisme. Et là, mais je vais passer le ballon, mais je pense que si moi je dirigeais une ONG, oui, je demanderais là un dialogue de haut niveau avec les réseaux sociaux pour travailler ensemble à résoudre les problèmes, en les posant là où ils se posent, c'est-à-dire ça, c'est en train de détruire l'espace public du débat, c'est ça le problème. Et on veut reconstruire un espace public du débat qui soit propice à la démocratie. Et donc la démocratie, je l'ai dit, appelle la controverse. Parce qu'il y a aussi des réseaux sociaux que je ne nommerai pas, où on voit que des gens qui dansent à moitié nus, et il n'y a jamais de controverse, mais ils ne sont pas pour autant des progrès démocratiques, quoi. Merci beaucoup, Henri. Delphine, tu veux rebondir? Oui, si je peux me permettre de compléter. Je veux, par exemple, peut-être partager avec le public qui peut-être ne connaît pas cette notion de trusted flaggers. Donc, je ne sais pas comment traduire ça, mais en gros, aujourd'hui, les plateformes travaillent à... Comment vous dites? Tiers de confiance. Enfin, c'est comme ça que c'est vu dans le DSA. Okay. Ouais. Ok, pardon. Donc, les plateformes travaillent avec des tiers de confiance qui ont des pouvoirs un peu particuliers comme modérateurs. On ne sait pas très bien comment ils sont sélectionnés et quels pouvoirs ils ont exactement, mais ce sont souvent des associations ou des médias qui représentent, ou des fact-checkers qui représentent des intérêts particuliers, qui travaillent avec les plateformes pour les aider à repérer et à modérer. Et donc, et ça, c'est un des aspects qui est... pour lequel je pense qu'il y a besoin de plus de transparence pour savoir comment sont sélectionnés, qui sont les trusted flaggers, quel pouvoir, comment ça fonctionne. Dans la proposition du DSA aujourd'hui, les trusted flaggers apparaissent et les États joueraient un rôle dans la façon dont ces tiers de confiance seraient sélectionnés. Pour moi, c'est un des points qui aura sûrement besoin d'être surveillé de près dans le DSA, parce que ça peut m'inquiéter un petit peu si demain la Pologne peut sélectionner ses tiers de confiance, par exemple. Mais voilà, je voulais donner un petit aperçu de la façon dont aujourd'hui des associations travaillent avec les plateformes. Oui, parce que si je peux faire un rebond de 15 secondes sur ce que vient de dire Delphine, évidemment, le problème pour les Européens, c'est que quand on prend une règle, quelle qu'elle soit, il y a des États absolument pas démocratiques qui vont dire « Ah, je fais comme vous ». Et moi aussi, j'ai une autorité qui peut exiger le retrait des contenus en moins d'une heure. Moi aussi, j'ai sélectionné les trusted flaggers, etc., etc. Et donc, on doit en permanence réfléchir au fait que ce qu'on dit, ça doit être non ambigu et ça doit résister à une réimplantation dans un climat moins démocratique. Je me souviens d'un pays que je ne nommerai pas là, mais qui me disait « On a fait comme vous, on a créé une CNIL ». Mais en fait, on ne s'est pas embêté à faire une autorité indépendante. Chez nous, la CNIL, c'est le ministère de l'Intérieur.
qui est par ailleurs également ministère de la Justice. Je dis, écoutez, ça m'a l'air très intéressant, mais ne dites pas que vous avez fait comme nous. Parce que nous, la moitié des jugements de la CNIL, ils sont contre l'État. Ils vont dire, bon, vraiment? Je dis, si, je vous assure. Enfin voilà, il faut faire attention à ce qu'on exporte ensuite quand on prend des décisions, quoi. Merci beaucoup. Jean, j'ai une question. Est-ce que, par exemple, Snapchat a des moyens, des relations ou a mis en place des collaborations avec des associations, justement, pour répondre à ces problématiques ou un dialogue? La réponse est oui. Je vais développer Parfait. quand même. Oui, voilà, une question fermée. La réponse est oui, absolument, on en a beaucoup. Mais par exemple, je peux en citer deux. e-Enfance, qui travaille également d'ailleurs avec la Commission européenne, et donc e-Enfance fait partie de nos Trusted Flaggers, donc tiers de confiance et acteurs très présents, mais aussi Point de Contact. Point de Contact est aussi d'ailleurs travaille étroitement avec Pharos, dont tu as parlé Henri, et d'ailleurs a plus de ressources récemment, parce que le ministère de l'Intérieur et de la Justice leur ont donné plus de ressources. Donc il y a effectivement une collaboration étroite, assez simple en fait. On est en contact, alors peut-être parce qu'on a extrêmement peu de choses qui remontent, comme j'ai déjà dit. Une nouvelle fois, il faut mettre en perspective, hein, la masse fait toute la différence, mais on a effectivement un contact assez simple et régulier avec toutes les autorités de police, de justice, de gendarmerie. Et c'est vrai qu'Henri faisait bien de le rappeler, il y a aussi des outils de signalement dans beaucoup de plateformes, dont la nôtre, qui permettent aussi de remonter très simplement par les Snapchatters eux-mêmes des problèmes si jamais ils en voient. Merci. À la limite, on peut quand même dire ça à ceux qui nous écoutent, c'est faites-le aussi, soyez engagés. Laissez pas passer des propos inacceptables, signalez-les. Ça ne s'appelle pas de la délation, ces propos sont tenus dans l'espace public, et de toute façon, la plateforme décidera si elle les retire ou pas, les contenus, mais au moins, on les signale, quoi. Merci beaucoup à vous trois. Donc, l'heure tourne, hein, il est 19h, mais il nous semblait important de finir sur une note positive. On s'attendait à ce que les discussions soient plus houleuses, mais c'est bien, ça veut dire qu'il y a un consensus sur les objectifs et une ouverture à collaborer pour essayer de les atteindre. Mais donc, on voulait essayer de ne pas trop penser au scénario dystopique du développement des nouvelles technologies, mais plutôt essayer de voir quelque chose de positif. Et donc, c'est une question pour vous trois. Si vous pouvez nous citer brièvement une idée, un projet ou une ressource qui a changé quelque chose dans votre vision, votre compréhension des enjeux du numérique, ou qui tout simplement vous a inspiré. Et pour ceci, on avait décidé de vous laisser 1 minute chacun. On peut commencer par Delphine. D'accord. Alors, je vais faire de mon mieux. Mais en fait, je trouve que ce qui s'est passé ces derniers mois, ça peut être effrayant et en même temps, je pense que c'est une lumière d'espoir pour nous montrer que les plateformes ont une boîte d'outils incroyable à leur disposition et qu'elles n'ont fait que commencer à s'en servir, comme on a pu le voir dans la lutte contre la désinformation autour du Covid et même de l'élection présidentielle américaine. Je pense que ce qui s'est passé ces derniers mois a vraiment servi de sonnette d'alarme pour les démocraties, pour vraiment montrer qu'il y a plus qu'urgence d'agir. Et je pense qu'avec l'élection de Joe Biden, les éléments s'alignent pour que les démocraties du monde travaillent ensemble à créer de nouvelles règles pour protéger la démocratie et nos droits fondamentaux en ligne. Et je pense que 2021 va être une bonne année d'étapes importantes pour notre sécurité et la démocratie en ligne. Merci. Jean, si tu veux nous dire ta pensée positive. Écoute, je vais essayer. Non, moi, ce qui me frappe, c'est que depuis environ un an et demi, moi, il y a un sujet que je porte donc, depuis des années et que je suis content de voir que depuis environ un an et demi, il est enfin compris. C'est la notion, j'en ai déjà redit, de viralité. C'est-à-dire que là, en fait, on voit en bout de course tous les problèmes. On parle des fake news, on parle de contenu hideux, terroriste et tout ce qu'on veut. Mais ils arrivent uniquement parce que, en amont, à la source, j'en reviens à la notion de design, qui est très important.
de privacy ou de safety, de tout ce qu'on veut by design. Donc, à la source, la plateforme a été créée avec un but qui, il y a 15 ans, était complètement inimaginable. Enfin, personne à l'époque voyait ça. Le printemps arabe, il y a plein de merveilleux côtés. Il faut juste aussi voir tout ce qui est positif. Et ça nous a, et ça a été un moyen de communication, ça permet à des gens de s'exprimer, ça permet d'avoir son quart d'heure de gloire, comme tout le monde le cherche. Très bien. Et d'autre côté, il y a effectivement un aspect incontrôlable et incontrôlé qui est à l'origine d'un modèle d'affaires qui est, je pense, encore très peu vraiment vu et pas assez pris en compte dans notamment le DSA. Le DSA parle pas du tout de ce modèle vraiment. Il parle de choses très intéressantes, mais pas assez de ça, parce que pour moi, tout est dedans, donc dans le risque qui est créé en ligne. Et après, une fois d'être une question de valeur, c'est aussi une question de choix. Qu'après, les gens se plaignent, mais je l'ai toujours dit quand j'étais même à la CNIL et quand j'étais dans d'autres fonctions avant. Quand j'étais à la CNIL, c'est ce que j'ai appelé le privacy paradox. C'est-à-dire que les gens postent leur vie entière sur des plateformes dont je ne donnerai pas le nom, et après sont surpris quand quelque chose ne va pas bien. Il faut juste aussi être un peu mûr dans la façon dont on gère sa vie en ligne. Une question de choix. Je pense sincèrement que tout n'est pas bon à être posté, qu'il faut aussi avoir des réseaux qu'on choisit. Il y a des réseaux pros qui servent à quelque chose, d'autres servent à autre chose. Et puis après, est-ce qu'on a bien besoin de passer autant de temps et je vais pas faire mon vieux père avec mes enfants qui explique, mais voilà, est-ce qu'on a vraiment besoin d'être tout le temps connecté, de raconter sa vie, etc. Ça a des conséquences qu'on n'avait pas vues, qui maintenant arrivent franchement. Voilà, je suis parti d'une génération qui était avant et je n'étais pas plus malheureux. Voilà. Je pense que l'éducation aux médias et à l'information est effectivement quelque chose de crucial dans tout cela, parce qu'on ne peut pas uniquement demander aux États et aux institutions de réguler, aux entreprises de s'adapter et de bien sûr respecter les droits humains, mais il faut aussi qu'il y ait un effort d'éducation des citoyens, des jeunes, à mieux comprendre l'information et à mieux pouvoir naviguer dans toutes les informations qu'ils reçoivent, et justement apprendre à ne pas être autant connecté, mais il faut qu'il y ait les outils, au niveau de l'éducation derrière ça. Henri, pour la note positive de la fin. Henri, t'es muté. C'est vous qui m'avez muté, c'est de la censure, inacceptable. C'est bon. Non, je disais, je suis un peu perturbé parce que sur le chat, je vois Robert qui dit « Vous n'avez pas répondu à ma question qui est qu'est-ce que je fais si, par exemple, au Sénégal, il y a des appels au meurtre, etc. » J'ai pas de réponse. Moi, je suis ambassadeur pour le numérique pour la France. Je constate juste que certains pays d'Afrique m'ont dit ils m'ont confirmé qu'ils ont parfois mal à interagir avec les réseaux sociaux. Il arrive que la police française accepte de faire des coopérations judiciaires et fasse bénéficier de ses propres canaux. Donc, c'est peut-être une piste pour le cas précis que pose Robert. J'ai eu du mal à sélectionner une idée positive parce qu'en fait, moi, j'en garde plein. Enfin, tous les matins, quand j'allume mon écran, je suis heureux de vivre après la révolution numérique. Tous les soirs, quand je discute avec mes filles, je trouve qu'elles sont bien plus intelligentes que moi au même âge et qu'elles savent bien plus de trucs. Alors, pour choisir un truc positif, j'ai quand même l'impression qu'on a frôlé d'un iota un monde incroyablement monopolistique, avec un gigantesque réseau social, une messagerie, et que finalement, en fait, ça s'effrite. Que la plupart d'entre nous avons 4 ou 5 messageries dans notre téléphone, que les ados choisissent d'autres réseaux sociaux que ceux de leurs parents, et qu'on va peut-être revenir vers quelque chose qui aura un peu plus de pluralisme, ce qui serait une très bonne nouvelle, parce que plutôt que le contrôle, la censure, la régulation, etc., le bon vieux pluralisme avec un sain affrontement des points de vue reste quand même la meilleure solution. Très bien. Merci beaucoup pour ces pensées positives de tous les trois. Il est 19h07, donc on va clôturer le talk. On est désolé, on ne peut plus prendre de questions. Mais on tenait à remercier, je vais enlever mon masque, on tenait à remercier à la fois les intervenants pour avoir partagé leur point de vue, mais aussi la PDH et ses membres et toute l'équipe technique qui a été chargée de l'organisation du talk. On a pu voir, par exemple, au fur et à mesure qui mettait les liens dans les chats pour que vous puissiez creuser si vous êtes intéressés.
Sachez que vous pouvez aussi suivre l'actualité de la PDH et d'Affection Mutendi sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter ou LinkedIn, et vous pouvez trouver les liens dans le chat. Et aussi que le replay de ce talk sera accessible dès demain sur la chaîne YouTube de la PDH. Et à nouveau, vous pouvez trouver le lien dans le chat. Donc voilà, on vous souhaite une très belle soirée et on vous remercie encore infiniment pour vos interventions et pour votre écoute derrière les écrans. Merci. Merci beaucoup. Merci Au revoir. beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Ciao. Au revoir. Gigi.